des communications restantes. Et on va commencer par l'intervention de notre collègue, le professeur Mimoun Jaïd, avec une communication intitulée « Sécheresse, environnement des céréales d'automne et développement durable dans la basse Mlouya, Maroc oriental ». À vous la parole, monsieur le professeur. Oui, vous pouvez commencer. Donc, je passe directement à une thématique loin de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il s'agit normalement d'un phénomène aléatoire dans une région semi-aride à aride, donc il a une tendance climatique aride et semi-aride. Donc j'ai intitulé donc, le sujet dans la basse Mlouya. Donc sous le titre sécheresse, ses répercussions sur l'environnement des céréales d'automne, donc blé dur, blé tendre et orge, et le développement durable dans la basse Mlouya, le nord-est du Maroc ou le Maroc oriental. Le plan que j'avais tracé pour cette communication, il s'agit donc d'une introduction, donc objectif de travail, méthodologie, résultats et discussion, enfin donc une conclusion. En introduction,
j'avais posé un thème de la problématique, qu'il s'agit donc de la sécheresse, donc un phénomène conjoncturel et structurel dans la région de la basse Moulouya, ses répercussions sur l'environnement des céréales d'automne et le développement durable donc dans la basse Moulouya. Ainsi, notre recherche consiste à résoudre cette équation mathématique, donc qui regroupe 3 variables: sécheresse, environnement des céréales et développement durable, dans une relation systémique et dynamique, tout en essayant d'apporter des solutions efficaces, logiques, aux contraintes naturelles imposées par la sécheresse atmosphérique à l'environnement des céréales, dans la perspective d'un développement durable dans la basse Moulouya. En méthodologie, objectif de travail, donc il s'agit premièrement de donner ou de présenter un aspect physique de la région d'étude. Deuxièmement, caractérisation de la sécheresse atmosphérique, donc qui est considérée aléa et de son degré d'intensité. Troisièmement, analyse des bilans agroclimatiques des années sèches et leurs conséquences sur les céréales d'automne, donc qui est considérée comme une vulnérabilité. Ainsi, le risque de sécheresse est égal au produit de l'aléa et de la vulnérabilité. Et enfin, je termine, ou j'achève donc ma communication par un développement durable de la basse ou dans la basse Moulouya. Donc la méthodologie, pour la caractérisation ou l'identification de la sécheresse, donc j'avais adopté donc, une formule statistique donc, qui est égale à l'écart moyen relatif, donc qui est égal à l'écart moyen absolu par rapport à la moyenne arithmétique ex-part et la moyenne arithmétique ex-part. Pour l'évaluation du degré d'intensité de sécheresse, donc j'ai élaboré une échelle dans laquelle sont délimités les 2 intervalles. Dans le premier, moins 2 écarts types, moins 1 écart type, indique une forte sécheresse, et inférieur, et le deuxième inférieur à moins 2 écarts types, exprime une sécheresse intense. Quant à l'analyse des bilans agroclimatiques des années sèches, nous avons appliqué la formule de Blanet et Crédit, donc de 1950, afin d'estimer ce qu'on appelle donc l'ETP, l'évapotranspiration potentielle. Donc celle-ci se calcule donc, par cette formule K sur 100, 47,7, donc multiplié donc 813, multiplié par la durée d'éclairement. Donc on a donc où K est égal à KC multiplié par KT. S'ajoute à cela la réserve utile, donc ou utilisable, ou la dose d'eau qui est calculée par la formule ou l'équation suivante. Donc D est égal à la capacité de rétention, donc multiplié par la densité apparente, et puis le résultat ou la profondeur donc, de profil pédologique. La présentation donc, de la région d'études et de ces stations météorologiques, donc premièrement, on passe par un cadre géographique. Donc le cadre géographique est bien évident donc, et c'est présenté par une carte de relief, voilà, que vous voyez là. Donc c'est une carte donc, qui montre donc, ou qui donne un aperçu sur le nord-est marocain, y compris la basse Moulouya. Voilà, la basse Moulouya. Là. Donc un ensemble de plaines et de plateaux et de massifs donc, montagneux qui ont entouré donc, la basse Moulouya. Et la basse Moulouya donc, elle est constituée donc, d'un ensemble donc, de plaines, à savoir donc, la plaine d'Itrifa,
donc la plaine d'Itrefa, et puis la plaine du Boën, et la plaine de Garet, et la plaine de Zabra. Donc c'est là où vraiment j'ai essayé de travailler et de localiser donc ce phénomène de sécheresse. Et ensuite, j'avais adopté, ou mon choix donc, est fait sur la représentation de certaines stations. Surtout, j'ai choisi pour chaque plaine de la Basse-Melouia une station météorologique représentative donc, de cette plaine. Donc pour la plaine de Garet, j'ai choisi par exemple Montaruit. Pour la plaine du Tréfa, donc j'ai pris Mada. Et pour la station de Garet, Montaruit, Boën, donc Kariatakman, et Zabra, donc Zabra Zayou. Voilà la carte, donc la carte des stations. La carte des stations, c'est-à-dire, donc il n'est pas lisible, hein. Donc, avec leurs coordonnées donc, géographiques X, Y, Z et leur altitude Z donc, en mètres. Voilà. Et chaque station, normalement, donc, a son réseau, comme par exemple Bourguiba. Donc ça fait partie du centre d'exploitation agricole, ou Zabra de même, et pour Kariatakban, donc pour le ministère de l'Intérieur, et pour Montaruit, donc on a le réseau de l'ONI, donc Office national. Donc, deuxièmement, après donc, cette présentation de un cadre géographique ou de l'aspect physique de la région, donc, je passe au phénomène que j'avais choisi donc, pour le débat et pour la présentation. Donc, c'est la sécheresse. Donc, la sécheresse, qui dit la sécheresse, vraiment, on dit le risque. Il y a un risque. Et ce risque de sécheresse étant, ou se définit comme étant le produit de l'aléa. Et c'est un phénomène ou un événement dommageable dans une durée donnée et de la vulnérabilité. La vulnérabilité, qui dit la vulnérabilité, dit vraiment les conséquences d'un événement sur, donc, sur la culture, ou sur les cultures, sur la végétation, sur l'environnement, sur le tout. Voilà. Donc, le risque de sécheresse est toujours, en adoptant cette équation donc, mathématique, donc est égal à l'aléa multiplié par la vulnérabilité. Donc, madame, il a parlé un petit peu donc, sur ce qu'on appelle l'aléa et la vulnérabilité, et moi, donc, je dois normalement préciser les choses et rester limité donc, où se produit la aléa vulnérabilité. Dans le même ordre d'idées, donc la caractérisation de cette sécheresse est basée sur la formule des écarts à la moyenne en pourcentage. Donc un indice, parce qu'il y a beaucoup d'indices et beaucoup de méthodes qu'on peut donc identifier la sécheresse. Par exemple, surtout la sécheresse atmosphérique. Hein? Parce qu'il y a d'autres formes de sécheresse. Il y a la sécheresse pédologique, la sécheresse hydrologique, la sécheresse agronomique et la sécheresse édaphique, qui est vraiment la pédologie. Donc, je précise un petit peu et je mets l'accent normalement sur le résultat. Donc, le résultat final de cette variabilité temporelle et spatiale des pluies donc, sont explicités dans les graphiques propres aux stations de Bourguiba, Zayou, Karia et Montaruit. Donc, vous voyez bien donc, les hauteurs, vraiment. Voilà. On a adopté donc, par la formule, donc on a trouvé donc, ce déroulement des pluies, ou déroulement donc, de la pluviosité hein, au cours des années. Et on a donc 0
Et à partir de 0, donc jusqu'à 100, on a des valeurs positives. Donc cela explicite donc, les années humides. Et moins, donc les valeurs négatives. Donc ça donne des valeurs donc, négatives, c'est-à-dire indique la sécheresse. Voilà. Et pour les deux stations, de Montaruit, de même, de Montaruit à Zeyusvra, on a donc ce déroulement ou bien cette répartition spatio-temporelle donc des pluies. Pour le deuxième point, il s'agit de degré d'intensité de sécheresse. Donc, suivant l'échelle qu'on a proposée et adoptée à vous, donc moins 2 écart-type, moins 1 écart-type, est inférieur à moins 2 écart-type. Juste normalement pour caractériser ce qui est forte comme sécheresse et ce qui est intense. Et voir leurs effets surtout sur les céréales. Donc, les résultats à donner pour Bourguiba, la forte sécheresse, donc il se situe dans l'intervalle dans l'intervalle 51 mm moins 1, 51 mm, 189,5 mm, et la sécheresse intense dans l'intervalle où les valeurs restent inférieures à 55 à 51 mm. Pour Zeyusvra, dans l'intervalle 55-164 et inférieur à 55,8 mm pour la sécheresse intense. Pour Karia-Takma, dans 54 et 193 et inférieur à 54,6 mm. Et enfin, à Montaruit, dans 32 mm 151 et inférieur à 32,6 mm. Voilà les résultats finaux du degré d'intensité de sécheresse. Ce qu'on peut donc tirer comme conclusion, on note que toutes les stations climatiques de la zone ou de la basse Melouillère ont connu seulement de fortes sécheresses, mais sont épargnées de la sécheresse intense. Voilà. Et bon, je passe aux conséquences de la sécheresse sur l'environnement des céréales. Bon, en matière des conséquences de la sécheresse sur l'environnement des céréales, elles sont déduites des bilans agroclimatiques des années sèches et notamment de la déficience hydrique ETP-ETR ou le rapport ETR à l'ETP. En effet, ce déficit d'évapotranspiration soulève concrètement les situations dans lesquelles se trouvent les céréales. Lorsque le rapport donc ETR, ETP est supérieur ou égal à 1, cela explique que les céréales se trouvent en condition optimale. Et lorsque l'ETR est inférieur à 1, donc, et que P est inférieur à l'ETP, l'ETR occupe une fraction de l'ETP. Voilà. Dans ce cas, les céréales commencent à souffrir de la sécheresse et l'apport en eau par irrigation devient inéluctable, sans quoi la production de la matière sèche tend à se réduire énormément. Le résultat des bilans agroclimatiques propres aux stations laisse apparaître que le déficit hydrique se manifeste presque tout au long des stations phénoménologiques de croissance des céréales. Voilà. Et voilà les résultats avec les calculs. Donc c'est un travail laborieux. Donc on a donc les trois variables essentielles. Les trois variables essentielles de bilan donc agroclimatique, donc la pluie, l'évapotranspiration potentielle, donc la réserve utile, et puis normalement la réserve disponible, RU plus P, l'ETR, l'évapotranspiration réelle, plus donc R plus 1, donc c'est la fin, c'est-à-dire la réserve du fin de dégâts, puis le rapport ETR-ETP et la déficience et le cumul de la déficience, l'écoulement et le cumul de l'écoulement. Donc on a calculé tout ça et donc ce tableau est illustré par son graphique, donc bien évidemment. Puis on passe
au deuxième tableau, donc il s'agit de Zebra Zayou. Et voilà. Toujours, on a donc la déficience, ou l'épuisement total de la réserve utile, et c'est pour cela que les rendements, surtout pour le rendement, seraient absolument nuls. Voilà son graphique. Et puis, troisième tableau, donc il s'agit de Montaouit, avec son graphique. Donc toujours là, vous voyez bien le TR, le déficit hydrique, le TP moins le TR. Et puis là, vous avez donc les précipitations. Voilà, les précipitations. Et là, le signe ou la ligne continue. Donc il s'agit de l'évapotranspiration potentielle. Et toujours, vous voyez bien normalement que la déficit est toujours se manifeste presque tout au long de l'année. Bon, Carrier Tachman, son graphique, et puis on passe donc au rendement, surtout le rendement annuel des céréales. Donc vous avez vraiment des rendements qui sont, surtout pour relatifs aux années de la sécheresse, sont toujours nuls. Donc il s'agit soit il s'agit du blé dur ou bien de l'orge, pour Bolívar. De même, pour le blé tendre, blé dur, orge, pour Zebra Zayou. Donc toujours normalement des rendements assez médiocres ou nuls. Puis Zebra, Montaouit, voilà, blé dur et orge. Voilà. Finalement, Carrière, donc on ne dispose pas de données pour les rendements pour la station de Carrière. Et finalement, on passe au développement durable de la basse veluire. Pour ce qui est du développement durable, il est impérativement indispensable d'envisager de grandes actions d'aménagement territorial et projets sociaux, économiques et éducatifs structurants. Parmi les actions que nous proposons, il y a le recours à l'aménagement hydro-agricole des zones en bourg. Pour ce faire, il faut envisager la recherche de nouvelles ressources de l'eau souterraine, les nappes aquifères, l'entreprise des techniques pour leur exploitation ou de leur stockage dans de nouveaux ouvrages de retenue. Aménagement du sol par usage de multiples travaux, les pierrages, le défoncement, le rembourrement, le nivellement et puis le défrichement. Le choix de semences sélectionnées, c'est une mesure génétique favorisant le développement du système racinaire des céréales, leur résistance aux maladies comme celle de la rouille jaune, la rouille brune, etc., à la haute température, au stress hydrique et aussi à lutter contre les insectes, la mouche de Hesse. En vue de l'irrigation des zones en bourg, il faut se servir de retenue des deux barrages, Mohamed V et Messa Omadi. Voilà. Or, ces deux ouvrages sont actuellement confrontés à l'envasement rapide et intense qui est causé par l'érosion fluviale. Et l'on découle la construction de nouveaux barrages de retenue en amont du bassin versant de la Moldouia dans le but d'assurer l'approvisionnement en eau potable, d'irrigation et d'industrie. Et pour la conclusion, je passe directement à dire l'analyse des précipitations des pluviométriques nous a permis de caractériser la sécheresse atmosphérique qui se manifeste selon son degré d'intensité, faible sécheresse, forte sécheresse, sécheresse intense, dans la différenciation climatique de la basse Moldouia. Certes, cette analyse nous a démontré que toutes les plaines de la basse ont connu une forte sécheresse, mais sans épargner de la sécheresse intense. D'une part, et de l'autre, les bilans agroclimatiques des années sèches nous ont permis de dévoiler les conséquences de ce phénomène aléatoire sur les céréales d'automne, blé dur, blé tendre et orge, tout en se basant sur la déficience hydrique, ETP-ETR ou le rapport ETR à l'ETP. Et
Ainsi, les résultats finaux de ce bilan nous ont clarifié une situation défavorable pour le développement des céréales. Par conséquent, l'irrigation artificielle demeure une correction inéluctable afin de garantir un développement durable dans les zones au bourg. À cet effet, les zones au bourg, ce sont les zones normalement non pluviales. Voilà. À cet effet, il devient indispensable de recourir à l'aménagement hydro-agricole tout en explorant de nouvelles nappes d'eau souterraines et en utilisant des variétés de semences sélectionnées résistantes à la sécheresse. Aussi, l'action consiste à lutter contre les maladies, donc la rouille jaunée et les insectes, la mouche de Hesse, qui provoque 42% de réduction de rendement de blé à titre d'exemple. Et finalement, en effet, le recours à l'eau des deux barrages, Mohamed V et Meshra Oumadi, s'avère actuellement insuffisant pour l'irrigation de tous les périmètres irrigués et les zones en bourg en raison de l'emballement rapide et intense auquel la région est sérieusement confrontée. Alors, la construction de nouveaux ouvrages en amont de bassin versant de la Melouia s'impose avec force et acuité en vue de garantir la sécurité alimentaire de la population. Merci bien. Merci, professeur Jaïd, pour cet exposé très utile. Le professeur Jaïd nous a parlé des effets de la sécheresse sur les céréales d'automne, en fait, dans la basse Melouia, et en utilisant une formule, la formule des écarts à la moyenne en pourcentage, et la formule de l'année écrite pour calculer les evapotranspiration. Elle a fait une échelle en fait, de corrélation entre pluviométrie et rendement des céréales, et notamment les céréales en bourg. Et on a remarqué une différence de la production d'une année pluvieuse à une année sèche, ce qui est tout à fait normal. Elle a insisté aussi, bon, elle a proposé des solutions d'intensifier ou de donner plus de moyens pour l'irrigation, construire de nouveaux barrages, et puis il a insisté aussi sur la qualité des semences, sur plusieurs, il a proposé plusieurs choses pour en fait combler ce manque de précipitation dans cette zone de la basse Melouia. On passe à une autre communication intitulée « La perception sociale des risques naturels par la population du Maroc oriental ». Une communication en collaboration avec les professeurs M. Sbari et Sabri Mohamed, Erzal et Ben Rabia et Harraji et Bouslam et Elbey. Je donne la parole à M. le professeur Sbari pour exposer sa communication. Merci, Monsieur le Président. Ma communication porte sur la perception sociale des risques naturels par la population dans la région de l'Oriental. Cette communication est faite en collaboration avec quelques collègues de l'Université de Mchna et fait partie d'un projet qui a commencé cette année intitulé « Les risques hydrogéomorphologiques et climatiques dans la région de l'Oriental ». Donc, en plus de la cartographie des risques, de la gestion des risques, etc., il y a un volet sur la perception de la population de ces risques. C'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Comme on a vu le matin, donc,
les risques existent un peu partout ailleurs. Ils perdent d'une région à l'autre et leur perception varie également selon les régions. Donc au Maroc, les événements des dernières décennies, donc la sécheresse des années 80, le séisme d'Al-Hoceima, alimentent les discours du désordre de la nature. Et l'objectif, donc, c'est de voir la perception de la population, comment ils représentent ces risques. Et ce travail a été fait à partir d'une enquête qu'on a menée dans plusieurs communes. Là, je vais présenter uniquement 7 communes urbaines. Et le traitement a été fait par le logiciel Sphinx. Donc là, je vais... Le plan comporte 4 points, donc caractéristiques de l'échantillon, le sentiment d'exposition au risque, la perception des risques et puis l'information à la population. Bon, là, vous avez donc les sites étudiés, Saïdia, Madar, donc une zone de plaine, parce qu'après, on va le voir à partir de la perception de la population. Erkmen, Nador, Bninsar, une situation de Piémont. Et puis, Injuren, Hoceima, une zone de montagne, mais qui est soumise à l'activité sismique importante. Pour l'échantillonnage, donc 305 personnes enquêtées, et nous avons 79 questions que nous avons essayé de classer en 4 grands points. Aspect personnel des individus, le sentiment d'exposition, la prévention des risques et puis la formation. Donc 56% de la population a un âge de 21 à 40 ans. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées, avec 20% pour les commerçants. Les niveaux d'instruction, donc la population a un niveau à 92%, un niveau plus ou moins élevé, primaire, secondaire, etc., avec 2,6% des 100 niveaux. 60% depuis leur naissance, donc habitent dans ces communes. Donc ils ont la capacité de juger s'ils ont eu des risques avant ou pas. 11%, ils ont vécu dans ces communes entre 1 et 10 ans, et 10, également 10,2, de 11 à 20 ans, et simplement 7% qui ont vécu depuis plus de 30 ans. Quelle que soit la durée de résidence, dans la commune, 83,2% des personnes interrogées s'estiment satisfaites ou assez satisfaites du vie. 93% des personnes interrogées habitent en ville. 74,8% sont des propriétaires, 89,5% déclarent habiter des résidences principales, mais maison individuelle, donc c'est 51%, maison individuelle avec seulement rez-de-chaussée, 30,2%, donc plus exposées, surtout dans les villes côtières, Saïdia, Nador, Erkmen, etc. 40,3% déclarent résider dans un secteur exposé. Donc ils savent qu'il y a un risque. 34,8% affirment ne pas habiter dans un secteur soumis à des risques. Et 23 avouent qu'ils ne connaissent pas s'ils sont dans des lieux exposés au risque ou pas. 39,7% estiment que le niveau de risque de la commune est moyen. Donc là, le degré de risque, est-ce qu'il est moyen, faible? 17,7% estiment que le risque est très élevé, 17 également estiment que ce niveau est faible, et 16,7% estiment que le risque est élevé. Donc là, c'est la classification du degré de risque. Les inondations de plaine, donc là, on voit 41% pour les tremblements de terre, avec des valeurs très élevées à Injuren et Hoceima. Vient ensuite les inondations de crues torrentielles. Donc Erkmen, qui est situé dans une zone de Piémont, Nador et Bninsar. Donc là, on va très bien, 87% et 57%. Vient ensuite les inondations de plaine, donc les villes situées à l'est, 34
pour Nador, 70 et 60% pour Saïdia et Meda. 40% considèrent que le logement est situé dans une zone potentiellement menacée par un ou plusieurs risques. Contre 34,8% pensent qu'il n'y a pas de menace sur leur logement et 23% ne savent pas si leur résidence est soumise à un risque ou pas. Donc, comment ils l'ont su? Comment ils ont su que leur résidence est soumise au risque? Donc, c'est l'observation personnelle, 25,8%, et puis l'expérience personnelle. Donc, ce ne sont pas les agences immobilières, ni la commune, ni l'État. Malgré la conscience des risques présente dans la commune, 93% de l'échantillon est satisfait d'y habiter. Donc, quel que soit le risque, des fois même, ils habitent au fond des vallées, ils sont contents. Et on leur dit, quand même, vous êtes dans une zone à risque, mais ils disent, si jamais ça arrive, bon, ça vient, c'est divin, c'est bon, 49,2 ne désirent pas la quitter, donc la moitié, et 43 partiraient si l'occasion se présentait. Un sentiment plus fort de risque dans la région de Hiroshima. Donc là, avec le séisme, on a vu dans 84 et 92%, donc le séisme de 2004 était un séisme destructeur. Donc là, il y a 6 degrés, 628 personnes, et 900 de pertes humaines et 926 blessés avec l'effondrement de 2500 maisons, donc l'impact il reste encore. Bnin Sareh et Erkman, ce sont surtout les crues torrentielles. C'est une zone de Piémont, donc quand il pleut, on a des 30-40 mm, ça pose pas mal de dégâts. Et enfin, Madar, Saïdia, Nador, ce sont les inondations de plaine. Ainsi, l'examen de la diversité régionale du sentiment d'exposition au risque naturel reflète globalement la distribution objective des différents types d'événements sur le territoire. 30,5% seraient tentés de contacter